Aujourd'hui, on a ensemble un programme assez dense. On va commencer par un tour de table tout ensemble. On attend notre dernière intervenante, Fanny Bartoulot de Juratois qui vient d'arriver. Un petit tour de table. On reviendra ensuite sur deux concepts clés qui sont l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception, qui sont deux choses différentes mais intrinsèquement liées. Ensuite, on parlera de comment utiliser finalement l'éco-conception aux différentes étapes d'une stratégie produit. On parlera ensuite des bénéfices de l'éco-conception d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, qualitatif. L'ADEME a fait une étude auprès de 25 entreprises pour essayer de mesurer les bénéfices de l'éco-conception avec des résultats vraiment intéressants et porteurs pour l'éco-conception. Et enfin, on parlera de la partie financement de la démarche d'éco-conception avec Élodie du cabinet de l'énergie également. Et on finira sur le baromètre de l'éco-conception, une étude que l'on lance pour aider les entreprises à identifier les bons leviers d'éco-conception et où elles en sont dans leur démarche. Bonjour également Stéphanie et bienvenue. Est-ce que tu nous entends correctement? Bonjour à tous, désolée, j'avais un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfaitement. Parfait. Prêt pour le tour de table. Donc, moi, je m'appelle Thomas Gendron, je suis le directeur général et le cofondateur de Corpo Karma et son directeur conseil. Donc, aujourd'hui, je vais partager l'intervention et la présentation pour Corpo Karma avec Kylian. Bonjour à tous, Kylian Durand, consultant ACV et conception, ingénieur matériaux chez Corpo Karma. On a également donc invité Stéphanie Bartoulot du groupe Juratoys avec lequel nous travaillons sur la partie analyse de cycle de vie, éco-conception et économie de la fonctionnalité. Je vais te présenter en quelques mots Stéphanie. Oui, alors j'ai la double casquette, effectivement la partie communication et la partie RSE au sein du groupe Juratoys, un groupe, dans le monde du jouet avec, 3 marques propres que sont Jeannot, Calou et Lilliputien, donc sur le jouet bois, le jouet carton et le jouet doux et cela fait maintenant un peu plus de 6 ans que je travaille, au sein du groupe sur ce sujet, RSE. Et bonjour également à Élodie Perrachon du cabinet de conseil en innovation et financement de l'innovation d'Inergie. Si tu veux peut-être présenter l'Inergie rapidement, Élodie, et te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Élodie, effectivement je suis consultante en financement de l'innovation chez Dinergy. Donc Dinergy, c'est un cabinet de conseil spécialisé en innovation et on aide les entreprises sur leur démarche d'innovation et on les aide aussi surtout à les faire financer par des aides publiques notamment. Merci Élodie. Et donc on reviendra sur leur présentation et leur témoignage au fur et à mesure de la session. Pour vous présenter rapidement Corpo Karma, donc on est une agence conseil dédiée à la transition environnementale des ETI et PME. On est basé à Lyon, mais on intervient également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, PACA et Bourgogne-Franche-Comté. Et nous, notre objectif, finalement, c'est pour ces entreprises d'arriver à associer l'expertise du bureau d'études, donc toute la partie, finalement, vraiment mesures techniques, études techniques et recommandations, à toutes les capacités de conseil, toutes les capacités de transformation d'un cabinet de conseil, parce que pour que la transition elle soit pérenne dans l'entreprise, il faut faire évoluer la culture, faire évoluer les processus, parfois les organisations. Donc, il est vraiment intéressant d'associer les deux expertises que nous avons en interne. Et donc, on travaille sur 4 thématiques clés, la partie stratégie, RSE et impact, stratégie climat, donc bilan carbone et feuille de route bas carbone, l'ACV, l'éco-conception qui est le cœur de la thématique aujourd'hui, et également la partie efficacité, énergie et ressources, qui est souvent comme on déploie de façon très opérationnelle certaines des actions au sein d'une industrie notamment et des lignes de production. Et donc, on travaille avec un certain nombre de clients, Juratoys, que Stéphanie représente aujourd'hui, et d'autres clients dans le monde de l'industrie pharmaceutique, dans le monde de l'emballage, dans le monde de l'automobile également avec Ligier par exemple, ou dans le monde du numérique avec Envie et Codéo qui travaillent notamment sur la partie reconditionnement. Donc, première étape de ce webinaire ensemble, c'est les notions d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception. Et je vais passer la main à Kylian pour cela. Alors, l'analyse de cycle de vie et l'éco-conception. L'idée, c'est de comprendre que l'éco-conception, c'est une démarche qui se fait en 2 étapes. Donc, la première étape, ça va être la quantification des impacts qui peut se faire via l'ACV, justement, une analyse de cycle de vie. Et l'objectif de cette première étape, ça va être vraiment d'identifier les sources d'impact, d'évaluer les catégories d'impact liées à ces sources. On verra quelques exemples juste après. Et finalement, comprendre les ordres de grandeur sur l'ensemble de ces impacts pour avoir des données chiffrées. Ensuite, j'ai cliqué.
Ah, je suis sur le deuxième écran. Faut que tu laisses. Je laisse. C'est bon? Moi, ça va pas. Voilà. Petit problème technique. Au niveau de la deuxième démarche, la deuxième étape, pardon, l'idée, c'est une fois qu'on a quantifié tous ces impacts via la CV, c'est de mettre en place des actions d'éco-conception. Donc, on va venir identifier les leviers disponibles pour les différentes sources d'impact. Et ensuite, on va les prioriser en fonction, évidemment, du secteur d'activité, par exemple, avec les différents impacts, la complexité de mise en place des leviers, leur coût ou encore la stratégie de produit. Un exemple qui est assez parlant, si on se rend compte qu'une des sources principales d'impact pour votre produit, c'est la distribution, on peut par exemple mettre en place un levier d'éco-conception qui consiste à optimiser les circuits de distribution, utiliser des mobilités décarbonées, typiquement le vélo cargo pour les derniers kilomètres, etc. etc. Il y en a une multitude. Pour revenir sur l'ACV et reprendre un petit peu finalement ce que c'est l'analyse de cycle de vie au sens propre, l'idée de l'analyse de cycle de vie, c'est que c'est une analyse multi-indicateur qui va permettre d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service à 360 degrés. Par définition, une ACV va évaluer les dommages et les impacts environnementaux en quantifiant les dommages sur l'environnement. L'environnement au sens large. Quand on parle d'environnement dans le cadre de l'analyse de cycle de vie, on parle de la santé humaine, des écosystèmes, mais aussi des dommages aux ressources. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ces sources d'impact pour ensuite mettre en place, comme je le disais, les leviers d'éco-conception et finalement les réduire. Une des notions qui est très importante sur l'analyse de cycle de vie, c'est la notion de transfert d'impact. On aime bien prendre l'exemple de la voiture électrique, parce que finalement, en termes d'émissions de CO2, la voiture électrique émet beaucoup moins que la voiture thermique. Mais en revanche, si on prend l'aspect appauvrissement des ressources, avec les batteries notamment, on se rend compte que la voiture électrique a d'autres impacts qu'il ne faut pas négliger, d'où la notion de transfert d'impact d'un indicateur d'impact à un autre. Et c'est pour ça que la CV est très pertinente, puisqu'elle permet d'avoir une vision à 360 degrés des impacts d'un produit. Ensuite, pour parler un petit peu périmètre, dans une analyse de cycle de vie, une des choses importantes, ça va être de définir le cycle de vie qu'on prend en compte. L'idée, c'est qu'on a deux approches. Les deux approches principales, finalement, sont l'approche dite cradle to gate, qui est une approche, comme vous pouvez voir sur le petit schéma, qui s'arrête à la distribution, et une approche cradle to grave, où là, on va prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. Pour vous donner un exemple, imaginons qu'on veuille réaliser une analyse de cycle de vie sur un lave-linge. On pourrait se dire, on va étudier les impacts du lave-linge en prenant en compte l'extraction des ressources, sa fabrication, son transport, sa distribution, et on s'arrête. On ne prend pas en compte l'utilisation, la valorisation et la fin de vie. Mais si on va un peu plus loin dans la démarche, on se rend compte que finalement l'utilisation du lave-linge est aussi importante, dans le sens où on va consommer de la lessive, on va consommer de l'eau, de l'électricité. On va se rendre compte aussi qu'il y a aussi l'enjeu des microplastiques, dont on entend beaucoup parler en ce moment avec les textiles dans les machines à laver. Et finalement, il faut aussi prendre en compte la valorisation et la fin de vie, puisque aujourd'hui, globalement, les appareils électroménagers ne sont pas recyclés à 100%. Et donc, ça peut être intéressant de prendre en compte cette partie utilisation et fin de vie. Donc voilà, c'est les deux approches les plus connues en termes d'analyse de cycle de vie. Et finalement, un concept qui est central dans l'analyse de cycle de vie et qui est vraiment clé, c'est le concept de l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, elle est définie par la norme ISO 14040 comme la performance quantifiée d'un système de produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette définition? Finalement, ça sert à comprendre à quoi sert le produit, quelles sont ses fonctions, comment va-t-il être utilisé par le consommateur, comment on quantifie la fonction, et potentiellement, dans un second temps, comment on va comparer la fonction de ce produit à d'autres produits. Pour reprendre le même exemple, toujours le lave-linge, si on veut réaliser la CV d'un lave-linge, on va devoir définir cette unité fonctionnelle. L'idée, c'est de comprendre, justement, de répondre à toutes les questions que je viens de citer. Donc, le lave-linge, à quoi il sert? Il sert à laver le linge, tout simplement. Il va être utilisé, admettons, 3 fois par semaine à son domicile.
Les cycles de lavage qu'on va utiliser, ça va être des cycles à 40 degrés, et le lave-linge, il va être utilisé sur une durée de 10 ans. Là, on a défini un peu le contexte et les usages du produit. On peut donc imaginer qu'un exemple d'unité fonctionnelle pour cette analyse pourrait être laver son linge à 40 degrés 3 fois par semaine à domicile pendant 10 ans. Avec cette unité fonctionnelle, on a bien répondu à l'ensemble des questions et on a bien défini la performance du système de produit. Un autre exemple d'unité fonctionnelle, donc comme vous voyez, l'unité fonctionnelle, c'est un verbe d'action, un critère technique, une durée de fonctionnement et un contexte. On avait bien avec le lave-linge. Et l'unité fonctionnelle, elle va aussi permettre, comme je le disais, de comparer différents produits. Un exemple qu'on aime bien prendre, c'est la consommation de café. Typiquement, pour comparer différents modes de consommation de café, on pourrait prendre l'unité fonctionnelle qui est située en bas du slide, contenir une boisson chaude de format moyen par jour pour une consommation sur place pendant un an. Et là, on se rend compte que pour répondre à ce besoin, les différents récipients, donc le gobelet plastique et la tasse céramique, n'ont pas la même capacité pour répondre à ce besoin. Le gobelet plastique, on va avoir un gobelet plastique utilisé par jour, tandis que la tasse en céramique va pouvoir être utilisée sur une année complète. Et donc, ça va nous permettre de définir la comparaison de manière plus proportionnelle avec 365 gobelets, par exemple, c'est arbitraire, contre une tasse céramique. C'est un peu ça l'idée derrière l'unité fonctionnelle. Maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu, justement, on a posé ses bases sur qu'est-ce que c'est l'ACV et comment ça fonctionne, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu la démarche projet autour de l'ACV et de l'éco-conception. On commence toujours par un cadrage qui permet de planifier la réalisation du projet, où là, on va avoir un travail collectif entre le cabinet d'études et finalement l'entreprise qui souhaite réaliser une ACV pour définir l'objectif, les périmètres, l'équipe et le planning, de la gestion de projet, tout ce qu'il y a de plus commun. Dans un second temps, on va avoir la partie inventaire, et là, c'est tout l'objectif est de comprendre le cycle de vie finalement du produit. Donc là, à cet instant, on va définir l'unité fonctionnelle, on va commencer à décomposer les produits et leur cycle de vie pour comprendre quelle matière vient de quel endroit, quels composants finalement composent le produit, et on va effectuer la collecte des données avec l'entreprise de manière collaborative avant de passer à la partie évaluation-interprétation, qui est finalement la partie où on va quantifier les impacts, on va avoir des résultats. L'idée, ça va être de modéliser au travers de logiciels d'ACV les produits via les données récoltées dans la phase d'inventaire. Et ensuite, on va identifier les données correspondantes aux matières, aux procédés qui sont utilisés pour venir calculer finalement les impacts. Quatrième phase du projet, on arrive sur les opportunités d'éco-conception. Comme je le disais dans les premières slides, l'idée, c'est une fois qu'on a quantifié ces impacts, on va essayer de les réduire, évidemment. Donc là, de manière collaborative, toujours avec l'entreprise, on va identifier des pistes d'amélioration, des leviers à activer pour réduire ces impacts. Et puis, dans un second temps, une fois qu'on les a identifiés, qu'on les a priorisés, qu'on a vu qu'ils étaient pertinents finalement dans le cadre de l'entreprise, on va venir les modéliser de la même manière sur notre logiciel d'analyse de cycle de vie pour voir finalement le gain environnemental qu'on va avoir en mettant en place ces actions. Dernière partie qui est optionnelle, ce qu'on appelle la revue critique. La revue critique, c'est une bonne pratique finalement dans la norme de l'ACV. Ça va venir renforcer la crédibilité et la robustesse de l'ACV. Qu'est-ce que c'est la revue critique? L'idée, c'est de transmettre un rapport de l'ACV à un organisme tiers qui va venir finalement mettre un tampon pour dire que cette ACV a été réalisée dans les règles de l'art, qu'on a utilisé la bonne méthodologie et que les calculs ont été faits correctement. Et ensuite, une fois que la revue critique a été faite, il va être possible de communiquer finalement sur les résultats de cette ACV sans pour autant être challengé sur la moindre hypothèse prise pendant l'ACV. Parler de modélisation d'ACV, nous, en termes d'outils, donc pour faire ces modélisations, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs bases de données dans lesquelles on va chercher les impacts, finalement, des matières, des procédés. Nous, en termes de logiciels, on utilise principalement deux logiciels que sont donc, EcoDesign Studio. EcoDesign Studio, c'est un logiciel, je dirais, un petit peu plus simplifié que certains outils plus connus comme CIMAPRO. Mais le choix de ce logiciel a été fait parce que c'est un outil qui est très intuitif.
Et l'idée derrière ce logiciel, c'est de faire monter en compétence, si nos clients veulent devenir autonomes sur la réalisation de la CV, l'avantage, c'est que cet outil étant très intuitif et abordable, finalement, on va pouvoir les accompagner sur la montée en compétences et ils pourront au final devenir complètement autonomes sur la CV. Deuxième logiciel, c'est dans les cas un petit peu plus complexes, où on a des clients avec des produits un peu plus techniques, notamment je pense à l'électronique. On peut utiliser EIME, qui est un logiciel pour le coup un petit peu plus expert. En termes de base de données, on utilise évidemment EcoInven, qui est globalement la référence mondiale en termes d'ACV, et ça couvre un très large panel d'activités. La base empreinte, qui est la base ADEME, qui est fournie gratuitement pour aider les entreprises, et finalement la base CODE, qui est une référence multisectorielle en ACV, et notamment sur la partie électrique et électronique. Ensuite, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la partie inventaire et collecte des données, l'idée c'est de vous montrer que pour réussir une démarche d'éco-conception, ça implique de nombreuses équipes. L'idée là, c'est sur le cycle de vie, on va avoir sur l'étude, on va avoir un pilote projet qui va avoir une connaissance globale du cycle de vie du produit. On va avoir un responsable produit. Alors évidemment, c'est variable et modulable selon l'organisation des entreprises, mais on va avoir un responsable produit qui va plus souvent connaître la fin de vie, l'utilisation et la fabrication du produit. Tout ce qui touche à la production, en général, on va avoir un responsable production qui, lui, sera potentiellement plus au cœur des usines. Des référents achats pour tout ce qui va être achat de matière, donc fabrication, et aussi transport. Un référent logistique qui, lui, sera plutôt sur la partie distribution du produit et transport. Et finalement, un service client slash SAV qui aura un retour d'expérience sur l'utilisation. Dans le cadre où on fait une analyse sur l'ensemble du cycle de vie, ce service client aura un retour d'expérience sur l'utilisation et sur la distribution du produit. Et je vous laisse écrire dans le chat les questions, enfin dans la petite partie QR, les questions, si vous en avez dans la conversation, on y répond. Alors, il y a déjà une première question de Florence. On la prend tout de suite avant d'enchaîner. Je vous la lis et puis comment éviter les redondances entre le bilan carbone et l'analyse ACV? La collecte des données est déjà très lourde pour le bilan carbone. C'est effectivement un point assez clé, la collecte de données, tant dans la partie bilan carbone que dans la partie ACV. Ce qu'il faut voir, c'est que les thématiques, elles vont être un petit peu différentes. Lorsqu'on travaille sur la partie bilan carbone, on travaille vraiment sur l'ensemble de l'entreprise, alors que sur la partie ACV, on va vraiment travailler uniquement sur la partie produit. Comment éviter les redondances? Ça peut être déjà d'anticiper au moment où vous faites votre bilan carbone, de se dire vraiment connaître précisément pour un produit donné quels vont être les différents types de matières approvisionnées, les fournisseurs associés. Et ce qui est important, c'est le poids également et les modes de transport. Donc finalement, si vous avez fait un bilan carbone relativement robuste et que vous êtes descendu au niveau des différentes matières utilisées, on va pouvoir réutiliser une très grande partie de données dans la CV. Un des points parfois qu'il manque au bilan carbone, c'est que si vous avez fait le choix d'exclure l'usage de vos produits, ça arrive relativement souvent dans le bilan carbone quand vous ne maîtrisez pas l'usage, là, d'un point de vue par contre ACV, il va falloir aller creuser un petit peu plus loin. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'évitera jamais une redondance. Et on ne pourra jamais avoir une redondance complète entre les données bilan carbone et ACV. Par contre, si vous avez fait vraiment un bilan carbone robuste, que vous avez défini les hypothèses et que vous avez conservé, ça nous permettra d'accélérer très fortement sur la partie ACV. Une question plus courte sur la durée pour conduire une ACV de produit, puis après je pense qu'on en fera la deuxième partie. On garde vos questions ensuite et on va essayer d'avoir du temps à la fin. La durée moyenne, elle va varier en fonction de deux choses principalement, de la complexité de votre produit, c'est-à-dire ça peut être le nombre de fournisseurs, le nombre de matières, etc., le nombre d'éléments composant votre produit. Et le deuxième, c'est à quel point vos données sont disponibles et facilement disponibles, soit en interne, dans votre ERP, dans votre données logistiques, soit auprès de vos fournisseurs. Donc en général, pour une ACV, on va rarement en dessous de 4 à 5 mois, et là c'est dans le cas où vous avez un produit simple avec des données facilement disponibles, et ça peut facilement s'étendre jusqu'à 10-12 mois dans un produit vraiment complexe avec un nombre de fournisseurs ou une chaîne d'approvisionnement très complexe, et dans le cas où ces données ne sont pas maîtrisées. Donc voilà, ça peut varier entre guillemets 4 mois à 1 an. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite et puis on prendra vos questions au fur et à mesure.
ok, je retiens, je vais pouvoir en parler au fur et à mesure. Effectivement, une question de hiérarchisation des catégories d'impact qui est intéressant, où il n'y a pas forcément une bonne réponse aujourd'hui sur le sujet. Alors, si on passe maintenant, finalement, l'éco-conception, comment ça peut être un levier à utiliser dans votre stratégie produit? Lorsqu'on parle de stratégie produit, et ici on va parler de cycle de vie marketing d'un produit, par opposition au cycle de vie physique que Kylian vous a présenté juste avant, en général, on distingue 5 phases. Il y a une phase de développement, une phase de lancement, et puis après des phases de croissance, maturité, déclin. Ça, c'est une fois que votre produit il est sur le marché et que vous gérez finalement sa vie sur le marché. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes où on va pouvoir utiliser l'éco-conception. Il y a toute la partie développement, finalement, c'est toute la partie idéation, conception fonctionnelle et technique, jusque parfois au pilote pour arriver à choisir le bon produit ou le bon format à lancer. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, en général, on passe par une phase d'industrialisation qui va mener jusqu'au lancement du produit sur le marché, lancement marketing autant que lancement physique avec l'ensemble des chaînes de distribution et circuits logistiques. Et puis après, on va passer dans une phase de croissance, maturité et déclin. Là, vous gérez votre produit finalement live en direct sur le marché. Donc, toute une partie forcément vente commerciale, toute une partie usage, comment vous accompagnez le client lors de l'usage, comment vous fournissez des pièces détachées éventuellement ou des consommables pour vos produits, tout le support que peut fournir votre entreprise aux clients, que ce soit un support à l'utilisation ou le SAV lors d'un problème. Et puis finalement, vous avez à gérer à un moment un retrait du marché. Et on va voir que pour ces 3 grandes phases, finalement développement, lancement et puis la phase que j'ai regroupée, croissance, maturité, déclin, vous avez des leviers et des bénéfices différents. Si on passe sur la phase de développement, et c'est en lien avec certaines des études de l'ADEME qu'on présentera juste après, finalement, l'éco-conception, ça va vous permettre de développer des produits plus innovants, plus performants et plus résilients. Si on commence par la partie, on va dire, purement technique, le fait de travailler l'éco-conception, ça va vous permettre de faire des innovations techniques et d'usage. Vous allez challenger vos équipes sur comment votre produit est utilisé, comment rendre au mieux, avec le moins d'impact possible, la valeur au client. Et parfois, on arrive à améliorer cette valeur totale au client en allongeant la durée de vie des produits, en améliorant l'évolutivité, par exemple, des produits. C'est aussi un moyen de revisiter la conception des produits. Vous allez rechallenger les matériaux, peut-être le design épuré pour pouvoir alléger certaines parties. Et donc là, souvent, ça donne des innovations techniques et des innovations de performance. Et enfin, vous allez pouvoir travailler sur de nouveaux modèles, nouveaux business models. Par exemple, comment je passe de la vente de produits à la vente de services, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Si on continue sur la partie technique, un des points importants qui est notamment lié à tout ce qui va être filière REP, donc responsabilité élargie des producteurs qui seront de plus en plus mis en place sur différents produits de la vie quotidienne, finalement, c'est de se dire comment vous allongez déjà la durée de vie du produit avant de parler de fin de vie. Comment je travaille la maintenance, la réparation, la réutilisation, comment je mets à disposition les pièces détachées pour mes différents clients et les distributeurs de mes produits, et comment je travaille la recyclabilité des produits dès finalement la conception. Donc, comment on démantèle facilement un produit, comment je m'assure qu'il y a une fin de vie possible et une valorisation possible. Et parfois, si vous gérez bien cette partie-là et récupérez vos produits, il y a aussi un potentiel de valorisation économique. Si maintenant on passe sur des choses un petit peu moins produits, mais plutôt au niveau de l'entreprise en tant que telle, il y a des vrais aspects de résilience économique. Aujourd'hui, on sait qu'on a des contraintes de disponibilité, de coûts et de sourcing sur un certain nombre de produits et de matières. Donc là, il y a un vrai intérêt à intégrer l'éco-conception et à se poser ces questions-là en termes de matériaux choisis dès le départ. Ça va vous permettre d'anticiper les évolutions réglementaires, donc filière REP dont je parlais, des nouvelles récemment pour le jouet, pour le sport par exemple, et certaines évolutions comme la taxe carbone ou les prix de l'énergie. Et tout ça, ça va contribuer aussi à votre capacité à aller convaincre des investisseurs d'aller chercher, d'aller vous accompagner sur ce sujet-là ou d'obtenir des subventions. Et enfin, c'est un très bon levier d'engagement des équipes. Finalement, comment on donne du sens à leur travail et comment on intègre un nouveau critère, l'impact, comme critère de décision porteur de sens. Si on passe sur la phase de lancement, ici, c'est vraiment comment vous, une fois que vous avez éco-conçu votre produit, c'est comment vous le mettez finalement en avant comme un avantage client. Il y a des questions de communication responsable. Si vous avez évalué vos impacts et fait de l'éco-conception, vous allez être beaucoup plus précis et vous allez avoir une communication beaucoup plus impactante. Et potentiellement, notamment dans le cas du reconditionné ou dans le cas de l'économie de la fonctionnalité, on va pouvoir montrer les impacts qu'ils évitent par rapport à la solution initiale. Tout ça, vous allez pouvoir le transformer en argument de vente et pouvoir augmenter vos parts de marché. C'est un des points significatifs de l'étude ADEME que Kylian vous présentera juste après. Enfin, vous allez pouvoir répondre à toutes les accusations de greenwashing que vous allez pouvoir avoir sur les réseaux sociaux notamment, ou les questions que vous allez pouvoir avoir de la part de vos clients, parce que l'ACV, c'est une méthodologie normée et reconnue, et que si vous faites une revue critique
comme celle dont parlait Kylian plus tôt, vous avez une évaluation par un tiers indépendant et donc on va moins pouvoir vous challenger. En tout cas, si vous êtes challengé, vous allez pouvoir y répondre. Enfin, ça va améliorer finalement la marque et la valeur globale de votre marque, la valeur perçue, parce que vous allez travailler et mettre en avant ces éléments-là. Le but, c'est pas forcément se mettre en avant juste pour une question de communication, mais c'est aussi que si vous faites des efforts sur ce côté-là, de pouvoir montrer que vous êtes une entreprise vertueuse et de donner du sens finalement à vos produits. Enfin, lors des phases de croissance, maturité et déclin, ça peut être vraiment une source de redynamisation produit, que ce soit vis-à-vis de vos clients, mais également en interne vis-à-vis de vos équipes. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de clients, B2B ou B2C, qui posent des questions vis-à-vis de l'impact environnemental des produits. Donc, vous allez pouvoir répondre finalement à ces nouvelles attentes et améliorer la valeur globale de vos produits. C'est également, pour un produit qui serait plutôt en maturité ou sur le début du déclin, un moyen de renforcer votre positionnement marché avec un nouvel avantage face à vos concurrents ou face aux nouveaux entrants. Et pour un produit qui sera en train de s'essouffler, plutôt que de faire, disons, un rebranding simple en termes de communication, c'est peut-être un moyen de donner un second souffle à vos produits et potentiellement de trouver de nouveaux avantages en termes d'usage, potentiellement en termes de coûts, etc. Enfin, pour vos équipes, c'est vraiment un point intéressant pour vous réapproprier vos produits. Lorsque votre produit il a déjà quelques années d'existence, en général, c'est un petit peu automatique au sein de vos équipes, mais elles ne comprennent peut-être plus précisément le cycle de vie physique de votre produit parce qu'il a évolué au cours du temps, la chaîne logistique, la chaîne de distribution, et donc c'est un bon moyen d'identifier de nouvelles sources d'innovation, de gains économiques ou de gains en termes de performance et de réduction d'impact. Vous allez gagner aussi, si vous le faites sur vos produits existants, en efficacité sur le développement de votre futur produit, parce que vous allez connaître les impacts avant de développer vos nouveaux produits. Et enfin, pour vos équipes qui seraient un petit peu, disons, ennuyées par un produit qui a déjà une vie très longue et qu'elles connaissent déjà par cœur, c'est un moyen de proposer un nouvel angle de réflexion, de travailler le sens et aussi de travailler le produit de manière transverse, parce que finalement, au bout d'un moment, on a souvent tendance à se siloter entre les équipes une fois qu'on sait ce qu'on a à faire. Là, c'est le moyen de remettre tout le monde autour de la table pour redynamiser, trouver de nouvelles sources d'innovation et d'amélioration pour ces produits. Donc, je vous propose qu'on reprenne certaines des questions que vous aviez. Alors, la première, c'était hiérarchisation en termes d'impact. Comment on fait finalement? Est-ce qu'il vaut mieux faire du changement climatique et est-ce qu'il vaut mieux impacter la biodiversité? C'est une question aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse. Le but, comme l'a précisé Kylian plus tôt, c'est d'éviter les transferts d'impact. Puisque vous allez être conscient, grâce à l'ACV, des impacts sur ces différentes catégories d'indicateurs, finalement, lors de l'identification des pistes d'éco-conception, ce qu'on va essayer de travailler, c'est la réduction globale des impacts et on va essayer éviter les scénarios type je viens améliorer la partie réchauffement climatique mais je viens totalement dégrader la partie biodiversité ou pollution. Le but c'est d'arriver à réduire les deux, mais aujourd'hui il n'y a pas vraiment de mesures physiques qui permettent de se dire est-ce qu'il vaut mieux faire du réchauffement climatique ou de la biodiversité. Ça dépend beaucoup des cas et de ce qu'on essaie de prioriser. Il y a également une question de Eric. Comment les clients sont-ils inclus dans le processus d'évaluation de l'ACV? Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que finalement, dans le processus d'évaluation de l'ACV, il y a deux options. Il y a une option où vous avez déjà une bonne maîtrise finalement de comment vos clients utilisent votre produit, des consommables, des réparations qui peuvent avoir lieu sur vos produits. Et là, il n'y a pas forcément besoin directement d'intégrer vos clients, sauf si vous le souhaitez forcément pour challenger certains usages. Ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas toutes ces données-là, ça peut être de travailler, notamment si vous avez une présence en ligne, d'envoyer un questionnaire à un certain nombre de clients pour essayer de questionner les usages qu'ils ont de leurs produits, qu'est-ce qui leur pose problème et d'améliorer l'impact. Donc, c'est tout à fait une option possible. Ça rallonge un petit peu le délai, mais c'est souvent aussi source de bonnes innovations pour un nouveau produit et surtout de comprendre quelles sont les attentes de vos clients vis-à-vis de l'impact environnemental et à quel point et comment vous allez pouvoir en faire un argument de vente ou un argument pour renforcer votre position sur le marché. Effectivement, au niveau de Sylvain Bourra sur la partie effectivement IT, l'analyse de cycle de vie produit qu'on vous a présenté aujourd'hui, on peut tout à fait la faire d'un point de vue service numérique. C'est des choses sur lesquelles effectivement on travaille. Moi, je suis moi-même ingénieur informaticien au départ, et donc c'est
un fonctionnement qu'on peut tout à fait faire. Là, ce qu'on va regarder, c'est comment vous avez développé votre logiciel, qu'est-ce qui se passe finalement dans la phase de développement, quels sont les environnements que vous avez peut-être gardés à disposition en termes de développement, intégration prod, qu'est-ce qui se passe dans le cloud, quels sont le volume des données échangées. Et là, on va donc retravailler la chaîne complète de votre logiciel et des données associées, c'est-à-dire finalement quelle est l'étape qui a le plus d'impact et comment on peut les réduire demain en éco-concevant une application web ou une application client, on va dire un petit peu plus lourde qu'on viendrait installer sur un ordinateur. Donc, ça se fait tout à fait. Là, on viendra intégrer des bases de données électroniques et des bases de données numériques, typiquement comme Negaoctet. Je vous propose maintenant qu'on passe à la suite. Et puis, si on a un petit peu de temps, on viendra prendre les questions supplémentaires. Donc, la question maintenant, c'est de vous présenter l'étude ADEME en termes de bénéfices pour l'éco-conception. Comme le disait Thomas, il y a certaines conclusions qui se recoupent un petit peu avec justement la partie intégration de l'éco-conception dans la stratégie de produit. Et elles sont notamment tirées de cette étude. Comme le disait Thomas aussi, c'est une étude qui a été réalisée sur 25 entreprises, un panel de 25 entreprises, avec 70% d'entreprises qui sont des entreprises de produits, de secteurs de taille variée. On a des PME, des TPE, une entreprise unipersonnelle. Voilà. C'est une étude qui a été menée en 2021 et qui a été publiée tout récemment, en début d'année 2023. L'idée, c'est que l'ensemble de ces entreprises, elles se sont toutes engagées dans une démarche d'éco-conception. Et l'ADEME a essayé de comprendre quelles étaient les évolutions qualitatives finalement sur différents impacts. L'étude, elle a été menée donc sur plusieurs impacts. Premièrement, la hausse des coûts de production. Donc, un investissement initial dans l'éco-conception, parce que, alors, soit il y a une prestation externe via un cabinet, soit il y a des réductions de matière ou des changements de sourcing, mais on va y revenir juste après. Il y a évidemment l'amélioration de la performance environnementale, qui est quand même l'enjeu principal de l'éco-conception initialement. L'amélioration de la performance technique, qui découle parfois de l'amélioration de la performance environnementale, mais tous ces liens, on reviendra un petit peu dessus juste après. Un des impacts qui a été évalué, c'était aussi l'augmentation des parts de marché, l'augmentation de la satisfaction client, qui eux-mêmes résultent dans l'augmentation du prix de vente et l'augmentation du volume de vente. Et pour finir, l'augmentation du prix de vente et du volume de vente, ça fait évidemment augmenter les bénéfices. Et donc, en termes d'études, les résultats sont présentés sous une forme d'araignée avec, donc c'est des résultats, je précise, c'est des variations qualitatives qui ont été constatées et non pas chiffrées. Donc, vous allez retrouver dans les slides suivantes la petite légende, de plus, ça signifie une amélioration qualitative de plus 2. Il faut savoir que l'échelle, c'était entre moins 3 et plus 3. Plus 1, c'est 1 plus, c'est plus 1, 1 moins, c'est moins 1, et égal, c'est 0, ça va de soi. Donc, pour revenir sur le premier type d'impact, finalement, c'est les impacts sur la performance. Il y a deux enjeux qui ont été évalués, c'est la performance technique, et un des effets de l'éco-conception, finalement, induit par la performance environnementale, c'est que la démarche d'éco-conception, elle va augmenter les performances d'un produit. D'où ça vient? Finalement, ça vient de l'utilisation parfois de matériaux de meilleure qualité, avec des meilleures durées de vie. Et pour avoir des matériaux avec des meilleures durées de vie, finalement, on utilise des matériaux avec des meilleures caractéristiques physico-chimiques, donc mécaniques, donc des résistances au choc, à la fatigue, etc. Et donc, on a une augmentation de la performance technique. La performance environnementale, c'est quand même l'objectif premier de l'éco-conception, comme je le disais. Donc, on a une variation de plus 2. Et c'est dû à l'éco-conception directement. Pour les impacts sur les coûts, donc comme je disais, les coûts de production ont tendance à être plus élevés. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une moyenne qui a été faite sur les 25 entreprises dans les études de l'ADEME. Il y a certains secteurs où potentiellement, en économisant de la matière, par exemple, on va pouvoir économiser sur les coûts, mais globalement, les coûts de production sont plus élevés, à cause principalement du cahier des charges qui va être plus exigeant sur les matières premières, parce qu'on va potentiellement acheter des matériaux plus chers, mais plus performants, et aussi sur les procédés, puisque parfois on va avoir des procédés pour avoir une meilleure qualité qui vont être plus énergivores, ou au contraire, on va investir dans des procédés qui sont plus efficients énergétiquement parlant, et dans ce cas-là, il va y avoir un investissement sur le coût du procédé, évidemment.
Ensuite, les deux aspects qui sont importants sur les coûts, finalement, c'est le prix de vente. On se rend compte que, on l'a vu précédemment, on va avoir une amélioration significative de la performance environnementale, mais aussi de la performance technique. De ce fait, on va pouvoir augmenter le prix de vente du produit. Et ce prix de vente n'a pas d'impact direct sur le total cost of ownership. Donc pour le consommateur, finalement, cette augmentation de prix de vente ne va pas avoir d'impact négatif, puisqu'on améliore globalement la durée de vie du produit, on améliore sa qualité, on améliore sa réparabilité. Et donc finalement, sur une durée de vie de, admettons, 10 ans, le consommateur ne va pas devoir débourser plus d'argent, puisque son produit aura duré plus longtemps. Donc, en termes de financement, ce n'est pas du tout un handicap pour les consommateurs. Et ça se retranscrit notamment en termes stratégiques, puisque l'éco-conception, ça va, comme le disait très justement Thomas, ça va aussi permettre de toucher une nouvelle clientèle. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont quand même sensibles aux enjeux environnementaux et climatiques. Et l'étude ADEME a justement démontré que suite à des démarches d'éco-conception, les entreprises ont constaté une réelle hausse des parts de marché sur leurs différents produits. Et la satisfaction client, qui découle, elle, plutôt de l'aspect performance environnementale et performance technique, parce qu'une meilleure performance sur ces deux axes, sans augmentation finalement du TCO et du coût de financement pour le consommateur, va évidemment induire une plus grande satisfaction. Donc voilà pour les impacts de l'éco-conception finalement et ce que cette étude nous montre. Et ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'était d'inviter finalement le témoignage d'un de nos clients, donc Stéphanie Barthelot de Juratoys, pour expliquer, déjà la démarche environnementale au sein de Juratoys, comment l'ACV et l'éco-conception a leur permis d'avancer, et puis quelques-unes des conclusions du travail et de la collaboration qu'on a pu faire ensemble. Je te passe la parole, Stéphanie. Oui, merci Thomas. Alors effectivement, pour reposer le contexte, la démarche RSE a été initiée en 2019 chez Juratoys. Ils ont cité pour la première fois le terme RSE en 2018. Le temps qu'on se mette en ordre de bataille, on a déjà lancé un premier audit RSE en 2019 et puis on a enchaîné directement avec la réalisation d'un premier bilan carbone. La suite logique, c'était de se dire, OK, après ce premier bilan carbone, comment est-ce qu'on peut agir au niveau des impacts qui sont les plus importants, à savoir les matières chez nous. Et donc, l'étape suivante a été logiquement une étape d'ACV. Donc, dans ce cadre, nous avons été accompagnés par Corpo Karma. Et la première étape était de faire des tests d'ACV sur certains produits de chacune de nos gammes, puisqu'en effet, nous avons des gammes relativement différentes sur du produit bois, du produit carton ou du produit textile, où là, l'impact bilan carbone est beaucoup plus important. Et puis, nous sommes ce printemps engagés dans une démarche Bicorp. Donc là, on retrouve vraiment l'ensemble des travaux sur la globalité du sujet RSE. Et bien sûr, au-delà de Bicorp est un référentiel, puisque de plus en plus, nos parties prenantes nous demandent des référentiels, que ce soit EcoVadis, que ce soit Positive Workplace, auquel on a répondu pour la Redoute, par exemple. Mais ce sont des référentiels qui sont énormément chronophages pour les équipes chez nous. Donc, on a choisi un référentiel qu'on puisse opposer de manière globale et qui est valeur internationale, à savoir Bicorp. Et puis, bien sûr, au-delà d'un référentiel, il faut bien sûr, suite à ces premiers bilans carbone, établir une trajectoire bas carbone, puisque, en effet, on a commencé un premier bilan carbone en 2020, on en a fait un deuxième puisqu'on a acquis une autre marque textile entre-temps, donc pour voir le gap entre les deux. Et puis également d'autres éléments ont fait évoluer ce deuxième bilan carbone. Et forcément, voilà, il faut maintenant agir sur cette trajectoire bilan carbone et on a choisi de se baser sur le SBTI. Alors, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était aussi quelque chose de très concret parce qu'effectivement, avec ces premières ACV, on a pu, disons, poser des mots et des éléments très concrets pour nos équipes produits, développement produit, design, etc. L'objectif à terme étant bien sûr d'être autonome sur ce sujet et de pouvoir agir en amont avec un outil en propre ACV sur lequel on a prévu de travailler et de faire notre choix, si ce n'est en 2023, en 2024, pour l'implémenter le plus rapidement possible, afin en effet que nos équipes aient vraiment les bons outils en amont.
Chez nous, il faut aussi toute une stratégie de formation parce que bien sûr, l'éco-conception demande quand même si aujourd'hui on touche du doigt l'éco-conception sur certains sujets, demande quand même d'être aguerri sur le sujet. Ce qu'on voulait vous partager, c'est l'exemple de la table d'activité pour notre marque Jeannot. Donc Jeannot, jouets bois, table d'activité. L'idée, c'est d'avoir des produits qui font rire et qui s'adaptent au développement de l'enfant et qui soient aussi attractifs au niveau design, produits intemporels, etc. La table d'activité, à la base, chez nous, c'était un best-seller. La table d'activité Baby Forest était ronde. Or, on s'est aperçu que le rectangle de bois de base nécessaire pour la découpe de ces tables chez notre fournisseur était un rectangle. Donc, forcément, on perdait énormément de matière. Donc, vous voyez, parfois, c'est une réflexion qui peut paraître tout à fait simple et on se dit, mais pourquoi on n'a pas réfléchi avant? Et donc, on a maintenant une autre table qu'on a lancée sur le marché, qui est cette fois-ci rectangulaire ou carrée, mais en tout cas, l'objectif était qu'elle s'adapte exactement à cette base de notre fournisseur pour qu'en effet, on puisse, dans cette surface, avoir le plus de supports de table possible. Donc, pour vous donner cet exemple, l'ancienne table avait un prix public de 70 €, et là, je vais contredire l'étude de l'ADEME, et la nouvelle a un prix public maintenant de 60 €, et elle a devancé la table ronde qui maintenant fait d'ailleurs partie de nos de nos 10 best-sellers. Donc voilà, ça montre aussi que parfois, on ne progresse pas au niveau prix, on est même meilleur, on est meilleur au niveau de l'impact, et finalement, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les conclusions vis-à-vis des matières et des processus de fabrication, c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur un certain nombre de produits de différentes gammes des marques de Juratoys. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est finalement quels vont être les leviers sur lesquels agir. Donc, il y a un très bel exemple avec la table, c'est comment on fabrique des produits moins impactants. On change le choix de la matière, on allège, on travaille le processus de fabrication, les chutes et les découpes. Et il y a un autre sujet qui est l'allongement de la durée d'utilisation. Finalement, comment on travaille la durabilité des produits, son temps d'usage, sa réparation. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, Juratoys a des produits quand même très spécifiques. C'est-à-dire que c'est à la base destiné pour les enfants, pour les faire évoluer et les faire apprendre de nouvelles compétences. Et ce qui est clair, c'est que les jeunes enfants, ils ont vraiment besoin d'une diversité de jouets pour évoluer. Et ce dont on a besoin à 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans n'est pas la même chose. Et donc finalement, il y a un sujet clé dans le cas de Juratoys, c'est comment on allonge le temps d'utilisation du produit pour éviter que le produit reste dans un placard pendant des années avant la génération suivante. Et donc finalement, il y a 2 options que vous pouvez considérer dans ces cas-là, c'est soit de créer des jouets évolutifs, soit d'augmenter le nombre d'enfants finalement utilisant un jouet en proposant par exemple de nouveaux business models. Et donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que vous allez pouvoir développer tout ce type de réflexion une fois que vous comprenez mieux les impacts que vos produits ont et finalement quels sont les leviers clés à mettre en place en fonction de votre stratégie produit. Forcément, pour Juratoys, la stratégie produit est très alignée avec le besoin des enfants qui évolue très vite. Et donc voilà, c'est un élément clé à prendre en compte. Si on passe des questions par rapport à cette partie-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont apparues depuis, Fanny. Non, pas encore, et je pense qu'on peut peut-être finaliser, on prendra les dernières questions. Mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat en attendant. Ce qui est clé maintenant, c'est que finalement, une démarche d'éco-conception, ça a un coût, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de financements disponibles pour cette partie-là, et c'est pour ça qu'on a invité Élodie, dont c'est le métier, pour nous parler de comment financer sa démarche d'éco-conception. Oui, effectivement, donc là, on a pu voir à travers ce webinaire que la démarche d'éco-conception avait différentes grandes étapes, et en fait, sur chacune de ces grandes étapes, on peut venir retrouver certaines aides publiques pour vous aider à financer une partie des dépenses liées à cette démarche d'éco-conception. Donc, si on reprend, finalement, il y a 5 grandes étapes. Donc, la première, en ce qui concerne la sensibilisation, ensuite le diagnostic des pistes d'éco-conception, ensuite l'étude de mise en œuvre de la démarche, les investissements et ensuite la commercialisation. Et finalement, sur les 4 premières étapes, il y a effectivement des différentes aides publiques qui vous sont proposées, donc par exemple BPI France ou par l'ADEME, pour vous aider à financer ces dépenses.
Alors, la première, c'est sur la sensibilisation. C'est une petite aide qui s'appelle Premier pas à l'éco-conception. Ça, c'est une aide autour de 5 000 € qui va vous permettre de financer des prestations de conseil. Ensuite, on a la deuxième qui concerne le DIAG, qui se nomme le DIAG éco-conception. C'est une aide opérée par BPI France. Là encore, c'est une aide assez restreinte, entre guillemets, puisque ça permet de financer une prestation de conseil à hauteur de 18 000 €, enfin d'une valeur de 18 000 €. Et sur ces 18 000 €, finalement, ne reste à charge que 5 400 pour les petites entreprises et 7 200 pour les moyennes entreprises. Alors, à noter que ce DIAG éco-conception n'est ouvert qu'aux PME, là où finalement les autres aides, donc sur les étapes d'après, ce sont des aides qui sont ouvertes à tout type d'entreprise. Donc, si justement on regarde les différentes aides qui existent pour finalement vraiment la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, la première qu'on peut citer, c'est l'appel à projet Perfecto. Alors, la petite particularité sur cet appel à projet, sur cette aide-là, c'est que c'est justement un appel à projet, donc qui s'ouvre de façon annuelle sur une courte période au cours de l'année. Donc, à noter que pour, que pour Perfecto, les dossiers de candidature sont à envoyer à partir d'automne et se clôturent en mars. Donc voilà, pour 2023, on est hors délai. Donc, ça rouvrira certainement cet automne. Donc, c'est un appel à projet qui est opéré par l'ADEME, qui est ouvert donc à toutes les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Et cet appel à projet fonctionne selon 2 axes différents. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier des dépenses sur un axe de faisabilité ou des dépenses sur un axe de mise en œuvre, de déploiement de la démarche d'éco-conception avec des activités de recherche et développement. Ça, c'est très important pour l'appel à projet Perfecto. Il faut bien montrer qu'on a des verrous techniques derrière la mise en œuvre de cette démarche d'éco-conception. Et selon ces dépenses éligibles, on va avoir des taux d'aide assez variés. Donc, ça peut aller de 25% à 80% en fonction de la taille de l'entreprise ou de la nature du projet. À noter qu'en termes de budget attendu, on peut aller présenter des dépenses jusqu'à 50 000 € pour des études de faisabilité et jusqu'à 600 000 € pour la mise en œuvre, le déploiement du projet de recherche. Voilà, donc ça, c'était pour l'appel à projet Perfecto. Et puis, on a le pendant, on va dire, de cet appel à projet de façon plus classique, donc l'aide études éco-conception, qui est également opérée par l'ADEME. Cette aide-là, elle est ouverte cette fois-ci toute l'année. Donc là, vous pouvez aller déposer un dossier de candidature quand vous voulez. Les bénéficiaires, c'est encore une fois toutes les entreprises, toute taille, tout secteur d'activité. Alors là, il y a des secteurs d'activité qui sont privilégiés, comme la mode durable, le numérique ou l'agroalimentaire. Néanmoins, vous pouvez déposer un dossier de candidature, quel que soit votre secteur. Donc, cette aide-là fonctionne de la même façon que pour l'appel à projet Perfecto, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier, séparer, on va dire, les dépenses en 2 axes, donc sur l'axe de faisabilité et sur l'axe de mise en œuvre. Donc là encore, on a des taux d'aide qui diffèrent selon la nature de ces dépenses et selon la taille de votre entreprise. Donc, ça varie entre 50 et 70%. À noter que pour les budgets attendus sur cette aide d'études éco-conception, alors on est pareil pour l'étude de faisabilité, c'est-à-dire 50 000 € sur l'axe 1 comme pour le Perfecto. Par contre, pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la démarche d'éco-conception sur l'axe 2, les budgets sont un peu plus faibles que Perfecto. On est plus autour de 100 000 € maximum que de 600. Voilà la grande différence finalement entre ces 2 aides. Et enfin, donc quand il va y avoir une étape d'investissement qui va être nécessaire pour, par exemple, faire financer des équipements vous permettant de produire ou de fabriquer vos produits éco-conçus. Là, cette fois-ci, il va y avoir une aide spécifique à ces investissements, donc encore opérée par l'ADEME.
Là encore, toutes les entreprises sont éligibles à ces aides-là. Et les taux d'aide varient de 15 à 55%. Donc, on peut noter qu'effectivement, pour les investissements matériels, finalement, les taux d'aide sont généralement un petit peu moins intéressants que lorsqu'on parle vraiment de projets de R&D ou de faisabilité ou de mise en œuvre. Néanmoins, à noter que pour avoir des financements publics pour des financements d'équipement, enfin pour des dépenses d'équipement, c'est assez rare. Donc, voilà, c'est quand même une aide qui est la bienvenue en général pour les entreprises. Et en termes d'aide financière, ça peut aller jusqu'à 200 000 € pour cette aide à l'investissement, puisqu'on se place généralement sous le régime des minimis. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, on va dire, de façon assez globale sur les différentes aides qui sont proposées par BPI ou par l'ADEME pour vos démarches d'éco-conception produit. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la partie subvention? J'ai l'impression que non. Sur la partie, alors, il y a une question d'Agathe sur le plan quinquennal de prévention et d'éco-conception dans le cadre de la loi AGEC. Nous, on n'en parle pas aujourd'hui parce que finalement, la loi AGEC, elle va travailler aussi sur un certain nombre de secteurs qui est assez précis, pas forcément l'ensemble des entreprises que nous accompagnons. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de pas forcément en parler ici, mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, effectivement, éventuellement. Alors, Florence, la complexité de construction des dossiers pour les subventions, au niveau du DIAG éco-conception en tant que tel, c'est vraiment quelque chose qui est simple. C'est une demande à faire en ligne. Vous tapez DIAG éco-conception BPI France, vous allez tomber sur un site internet et donc vous pouvez la remplir directement. N'hésite pas à compléter, Elodie, si tu as d'autres Oui. dessus. Sur l'étude éco-conception, c'est pareil, c'est assez simple finalement à mettre en place. La question de pourquoi vous le faites, comment finalement se répartit votre coût entre un accompagnement externe et différentes personnes mobilisées au niveau de l'entreprise. Et c'est des choses qui sont relativement possibles à mettre en place. Oui, alors sur la complexité des dossiers de ces différentes aides, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis on va dire envers le DIAG éco-conception, parce que c'est une aide très, très facile, donc il n'y a effectivement pas besoin d'accompagnement spécifique, hein. Vous allez sur le site internet et c'est fait en principe. Là où les aides, alors que ce soit alors effectivement, aide études d'éco-conception, elle est assez facile d'accès puisque les budgets sont quand même encore assez petits. Mais dès que finalement vous allez avoir, plus les budgets, on va dire, vont être conséquents, plus les dossiers de candidature vont également être complexes. Et donc, c'est pour ça que finalement, l'aide la plus complexe là, de celle que je vous ai présentée, c'est l'appel à projet Perfecto. Alors déjà parce que les budgets, donc on peut aller jusqu'à 600 000 €. Et puis de deux, parce que c'est un appel à projet. Donc la grande différence par rapport aux autres aides, c'est que là, ce n'est pas un dossier de candidature qu'on peut déposer n'importe quand au cours de l'année. C'est vraiment sur quelques mois et on va être en compétition avec les autres entreprises qui déposent sur le même guichet. Et donc, il faut être, entre guillemets, les meilleurs, avoir le meilleur dossier pour pouvoir être subventionné. Et c'est là où finalement, effectivement, nous, d'Inergie, on peut vous accompagner à remplir ces dossiers de candidature qui sont parfois complexes et vous aider à apporter les meilleurs arguments aux meilleurs endroits. Voilà, parce qu'on a l'habitude, effectivement, d'avoir les exigences, enfin, de bien connaître les exigences de ces financeurs. Voilà, et ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps en général. Il y a une question concernant les statistiques, même approximatives, sur le taux de succès pour obtenir ces aides. Alors, très approximative, hein, parce que j'ai pas, ça dépend vraiment de votre projet. Sur les aides études éco-conception, DIAG éco-conception et aide à l'investissement, c'est assez facile de les avoir. Alors, pour le moment, moi à ma connaissance, voilà, j'en ai pas déposé énormément encore, mais il n'y a pas forcément, du moment que vous êtes finalement, vous répondez aux critères, il y a peu de chances que vous ne les obteniez pas finalement. Par contre, l'appel à projet Perfecto, je n'ai pas de stats à vous donner, mais on est sur les lauréats sont quand même beaucoup plus rares que sur les autres aides.
Et je pense un des points clés à noter, c'est qu'effectivement, un accompagnement par une entreprise comme Énergie, c'est la question beaucoup du temps gagné aussi de votre côté, de préparation des dossiers, de structure, quel est le bon langage à utiliser, les points clés sur lesquels appuyer. Donc, c'est un vrai accélérateur pour vous pour aller obtenir une aide rapidement et pouvoir lancer votre démarche. Exactement. Et puis comme il existe quand même, alors là, il n'y en a que 4, mais généralement, il faut bien savoir cibler quelle aide, à quel moment, selon la maturité de votre projet. Donc, on est là aussi pour vous accompagner et vous conseiller sur quelle aide à quel moment. Merci Elodie. Et donc pour le dernier point, le but c'est de vous parler de notre baromètre de l'éco-conception et je passe la parole à Kylian. Un petit point sur le baromètre de l'éco-conception, comme le disait tout à l'heure Thomas, l'objectif c'est de comprendre un peu mieux l'état de l'art de l'éco-conception au sein des entreprises françaises. Notre objectif c'est d'avoir une vue d'ensemble un petit peu sur l'avancement des entreprises en France, comprendre quel intérêt aujourd'hui est porté à l'éco-conception et potentiellement quels sont les freins à l'éco-conception, que ce soit budgétaire, que ce soit réglementaire, etc. Voilà, notre objectif c'est un peu de comprendre tout ça. Évidemment, si vous répondez à ce baromètre de l'éco-conception, nous, on peut vous partager l'ensemble de ces résultats qui seront évidemment anonymisés. Et c'est un peu ça l'idée. Si vous voulez y répondre, on vous envoie le lien tout de suite dans le chat, dans la conversation de la réunion, pour que vous puissiez y accéder. Voilà, puis on vous fera parvenir du coup le replay du webinaire ainsi que le lien vers le baromètre de l'éco-conception et les coordonnées aussi de l'Élodie s'il y a des sujets sur la partie financement. Et n'hésitez pas aussi à nous répondre une fois que vous aurez eu toutes ces données. Si vous avez d'autres sujets sur l'éco-conception sur lesquels vous souhaitez en apprendre plus, voilà, ça nous donne des idées aussi de futurs webinaires et de comment vous accompagner au mieux à pouvoir accélérer la réduction d'impact au sein de vos différentes entreprises. Très bien. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci Elodie, merci Stéphanie.